Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur. Nous nous retrouvons pour le deuxième volet de la face cachée du Saint-Suaire de Turin et avons un œil sur la matrice. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Qu'en est-il du retour vers le passé? Retournons dans le passé, là où le futur a commencé. Nous revoici à Paris durant la journée du 15 avril 2019. La charpente de la cathédrale de Notre-Dame est en train de subir un incendie historique quasiment au même moment dans la vieille ville de Jérusalem. La mosquée d'Al-Aqsa connaît elle aussi un départ de feu au niveau du toit de la mosquée Al-Marwani, anciennement les écuries de Salomon. Suite à ce double incendie, la question suivante m'avait traversé l'esprit. Quel peut bien être le point commun entre Notre-Dame et Al-Aqsa? La réponse aurait été les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, autrement dit les Templiers. 2 mois plus tard, en juin 2019, après de multiples réflexions sur le sujet, la forte ressemblance entre la vieille ville de Jérusalem et la France m'avait sauté au visage. De là est née dans mon esprit la Gaule Jérusalem et la création de multiples cartes autour de ce sujet, dont l'une d'entre elles, en partie reproduite, représente une sorte de zigzag qui traverse le mont Olympe et le mont du Temple. Ce zigzag relie 4 points précis. Il s'agit des 4 villes ayant accueilli le plus longuement en leur sein le Saint-Suaire. Ces 4 villes sont Lirée de 1356 à 1418, Saint-Hippolyte sur le Doubs de 1418 jusqu'en 1458, Chambéry de 1452 jusqu'en 1578 et Turin de 1578 jusqu'à aujourd'hui. Le constat est sans appel et ce n'est vraiment pas anodin. Les 4 principales translations du Suaire en territoire gaulois se sont déroulées dans la transposition du mont du Temple. Certes, au cours de son histoire, le linceul a parfois été exposé ailleurs, ici et là. Toutefois, exposition n'est pas translation. La seule exception qui confirme la règle est que pendant 7 ans, de 1536 à 1543, par la force des choses, le drap avait dû être conservé à Nice et non plus à Chambéry. Cette exception est intrigante. C'est alors qu'on se rend compte que ce déplacement exceptionnel à Nice correspond dans la Gaule Jérusalem à l'Ophel de Jérusalem, c'est-à-dire à la cité de David, qui selon les références bibliques serait l'emplacement d'origine de la vieille ville de Jérusalem. Dans le TS 111, un montage permettrait de constater que la Corse symbolise cette cité davidique et que jadis, l'île de Beauté faisait partie d'un ensemble régional beaucoup plus vaste, en l'occurrence l'ancienne région Provence-Côte d'Azur-Corse, dont Nice était l'un des chefs-lieux. Par conséquent, de 1536 à 1543, le linceul du Christ avait symboliquement fait halte dans la Jérusalem des origines, la cité de David. Suite à cela, le Suaire avait pu retourner à Chambéry, car là c'est sa véritable place, et ce depuis 1452, lorsque le drap était devenu la propriété d'Anne de Lusignan, l'arrière-grand-mère de François Ier. Pour mémoire, ce roi de France était fortement présent dans la grande pyramide de Gizeh, un édifice virtuel consacré au Christ en Gaule. Et souvenons-nous aussi que selon la légende, la lignée des comtes de Lusignan proviendrait de la descendante de la fée Mélusine, dont l'une des 2 sœurs se nomme Palestine, un nom renvoyant forcément à Jérusalem. C'est ainsi que durant son passage à Chambéry via Anne de Lusignan, le Suaire aurait été conservé dans la chapelle du château des Ducs de Savoie. Or, dans cette chapelle se trouve de nos jours un vitrail représentant Jésus dans son linceul. Rien d'étonnant à cela, me direz-vous, sauf que chose peu commune, Jésus est représenté blond avec une peau très blanche, soit 2 caractéristiques physiques des Gaulois originels.
Pour en revenir au parcours du suaire à l'intérieur du mont du temple, celui-ci ne laisse pas de surprendre. En effet, le trajet emprunté par le drap débute dans la région de Troie, le berceau de l'ordre du temple, pour finalement se terminer à Turin, une ville qui se superpose aux écuries de Salomon, un lieu jadis représenté et réservé aux Templiers, dans lequel se trouve de nos jours une chapelle que les musulmans appellent le berceau de Jésus. En définitive, à notre époque, le suaire de Turin loge symboliquement dans le berceau de Jésus, le tout en lien avec les premiers Templiers, les anciens gardiens du suaire. Ironique, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, l'idée de scinder le suaire en deux et de reconstituer à l'aide d'un miroir m'était venue via ce parcours du suaire de Turin dans le mont Olympe du Temple. Cette observation s'était produite très exactement le 20 juin 2019, la veille du solstice d'été. Ce jour-là, ce zigzag m'avait non seulement évoqué la rune Sovilo au sol, symbolique ou symbole nordique de la foudre et du soleil, mais aussi un miroir brisé, celui de Mélusine, la fée mi-femme, mi-reptile ou mi-poisson. Ces deux analogies m'avaient donné l'envie de déchirer, foudroyer le suaire de Turin en deux, puis de le reconstituer à l'aide d'un miroir. Pour ce faire, j'avais donc téléchargé l'image présente en début d'article. Si j'avais choisi une photographie plus standard du suaire ou une photographie en couleur dans laquelle le contraste est beaucoup moins prononcé, peut-être serais-je passé à côté de cette découverte, qui sais-je? C'est dans ces situations que l'on se dit que le hasard n'existe pas. Pour terminer ce chapitre, revenons-en rapidement à la première apparition historique du suaire dans l'église de la collégiale de Lirée. Cette apparition était survenue peu après le décès de son premier propriétaire connu, le chevalier Geoffroy de Charmy, mort lors de la bataille de Poitiers le 19 septembre 1356. Cette collégiale avait été bâtie 3 ans auparavant sur commande de ce même chevalier. Son inauguration officielle a très exactement eu lieu le 20 juin 1353. Sans trop extrapoler, on peut raisonnablement penser que la collégiale de Lirée avait été spécifiquement bâtie pour accueillir le suaire. Or, entre le 20 juin 1353 et le 20 juin 2019, le jour de la découverte de la face cachée du suaire de Turin, il s'est symboliquement écoulé, jour pour jour, 666 années. Autre coïncidence, la première ostension officielle du suaire avait lieu en 1357. Or, cet article paraît donc maintenant fin 2023, soit 666 ans plus tard. Ce nombre évoque immanquablement le nombre de la bête, l'Apocalypse de Jean. Cependant, il faut aussi se rappeler qu'en gématrie, en table de 9, le nom de Jésus a pour résultat 666. À ce stade de l'article, vous avez sûrement l'esprit quelque peu embrouillé, mais vous ne savez que penser. C'est normal, sachez que ma toute première impression avait été de me dire que la véritable nature du Christ était reptilienne. Étant donné la mauvaise image des reptiliens dans l'image collective ou dans l'imaginaire collectif, il y avait quelque chose d'effrayant et d'anormal là-dedans. Dans un second temps, plusieurs mois après, suite à une longue réflexion, j'avais envisagé que l'envers de l'image du suaire, l'envers de Dieu, ne pouvait finalement mener qu'à Satan, au grand dragon de l'Apocalypse de Jean 12.9, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, le séducteur de toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Cette pirouette un peu facile présentait l'avantage d'une certaine logique. C'est pourquoi j'ai pris le temps de creuser sur cette hypothèse, tordant les faits dans tous les sens, mais au final, les résultats étaient loin d'être satisfaisants. Quelque chose clochait. Pour me conformer aux idées reçues et valeurs communément admises, j'en étais arrivé à suivre une fausse piste qui m'avait conduit à une impasse, laquelle entrait en contradiction totale avec la simple logique. Il me fallait donc mettre les choses à plat et tout revoir. Je devais revenir en arrière et m'efforcer de penser en miroir pour découvrir l'élément clé
qui m'avait échappé, cela m'imposait avant tout de libérer mon esprit et d'oser penser à l'envers, c'est-à-dire à contresens de ce qui est généralement permis. Je devais mettre mes propres croyances en question. Et pour commencer, je décidai d'en apprendre un peu plus sur ces reptiliens et la théorie reptilienne. Reptiliens. Dans l'imaginaire collectif, les reptiliens sont des êtres humanoïdes, mi-hommes, mi-reptiliens, qui gouvernent le monde en secret. Dans cette définition la plus répandue, les reptiliens sont systématiquement associés au mal et par conséquent à une élite satanique. Cette vision des choses est en partie due à un physique que beaucoup considèrent répugnant. La plus grande majorité des Homo sapiens ont une répulsion innée pour les serpents. On se souvient aussi du récit biblique du Jardin d'Éden avec l'épisode du serpent qui vient tenter Adam et Ève. Au Moyen-Âge, l'iconographie reptilienne était associée au diable et à ses sbires. Notons toutefois que l'apparence de ces derniers était plus proche des chimères de cathédrales que du reptilien humanoïde tel qu'on le conçoit aujourd'hui. D'un point de vue archéologique, les plus anciennes représentations à ce jour de reptiliens humanoïdes ont été trouvées en Mésopotamie et en Irak dans la cité sumérienne d'Our, actuellement Tel al-Mukayyar. Il s'agit des célèbres statuettes à tête de lézard de la période d'Obéide, environ 5500 à 3750 avant Jésus-Christ. Précisons que ces statuettes reptiliennes n'ont été découvertes qu'au siècle dernier, entre 1919 et 22. En ce qui concerne l'invention du concept de reptilien humanoïde contrôlant secrètement le monde, celui-ci n'est véritablement entré dans les foyers qu'en 1929 par le biais de la nouvelle fantastique The Shadow Kingdom de Robert A. Howard, l'auteur de Conan le Barbare. Il paraît que pour écrire ses romans, Howard aurait été grandement inspiré par le concept ésotérique des racines développé vers 1875 par Helena Blavatsky et sa société théosophique. Selon ce concept, la corruption puis la chute d'une supposée Atlantide prédiluvienne aurait pour cause un puissant dragon. Au fil du temps, l'image diabolique du reptilien va s'ancrer à travers diverses œuvres pour grand public. Chronologiquement, parmi les œuvres les plus marquantes et les plus populaires sur le sujet, hormis Conan le Barbare, il y a la nouvelle de Ray Faraday Nelson, 8 o'clock in the morning, Les Fascinateurs, paru en 1963. Pour situer l'auteur, Ray Faraday Nelson était un ami d'enfance de Philip K. Dick. Ils ont coécrit le roman Les Machines à illusions, tout un programme. La nouvelle Les Fascinateurs a été adaptée au cinéma en 1988 par John Carpenter sous le titre The Live ou The Invasion Los Angeles, un film dans lequel il n'est plus question de reptiliens mais de ghouls. Ce dernier terme évoque toutefois inconsciemment une entité reptilienne néfaste, puisqu'en astronomie, la tête de la gorgone Méduse correspond à l'étoile Algol, dont le nom dérive de l'arabe Ras al-Ghul, qui signifie la tête de la goule. Ceci dit, l'invasion reptilienne la plus célèbre provient évidemment de la série télévisée 5 qui date de 1983. Plus proche de nous dans le temps, il y a les ouvrages de l'anglais David Icke, 1999, tandis que la plus proche de nous dans l'espace, de l'autre côté de la Manche, il y a les ouvrages d'Anton Parks, 2005, dans lequel les reptiliens jouent un rôle beaucoup plus nuancé que dans ceux de David Icke. Pour en revenir à l'histoire officielle, la plus ancienne trace des reptiliens régnant sur Terre se situe très loin dans le temps puisqu'il faut effectivement remonter jusqu'aux dinosaures. Toutefois, les premiers ossements des dinosaures n'ont été découverts pour leur part jusqu'au 19e siècle, en 1822. D'ailleurs, selon la logique de l'évolution darwinienne, théorie formulée en 1859, d'aucuns pensent que si les dinosaures avaient vécu jusqu'à nos jours, ils seraient devenus des reptiliens humanoïdes. Soyons clairs que les dinosaures aient existé ou qu'ils ne soient qu'une pure invention de l'imagination humaine, le seul fait d'y avoir pensé semble démontrer qu'une source reptilienne est profondément enfouie dans le subconscient de l'humanité. Au travers de ces divers exemples, on constate surtout que les reptiliens humanoïdes ainsi que la conspiration qui leur est attachée ont, semble-t-il, pris vie dans l'imaginaire collectif à partir de la première moitié du XXe siècle.
La théorie reptilienne telle qu'elle nous a été inculquée semble prendre sa source dans une hypothétique civilisation sumérienne redécouverte à partir de 1877, alors que dans non moins hypothétiques continents engloutis qui fleurissent et se multiplient dans l'imaginaire du XIXe siècle, la seule chose dont nous sommes certains, c'est que les statuettes reptiliennes d'Obéide datent de 1919 et que les reptiliens humanoïdes en tant qu'êtres maléfiques et d'apparence faussement humaine proviennent de 1929. Auparavant, tout ce qui était reptilien s'apparentait à l'univers des démons et provenait de ce fait d'une autre dimension, bien souvent l'enfer et le bas astral. Les créatures reptiliennes ne se manifestaient ou se matérialisaient que très rarement dans notre dimension. Elles apparaissaient le plus souvent dans les rêves ou encore furtivement en transparence comme ces fantômes ou autres incubes. Le XXe siècle était donc le siècle qui les avait vus se matérialiser et upgrader du rang d'entité extradimensionnelle démoniaque à celui d'entité extraterrestre monstrueuse. Quant à ce début du XXIe siècle, c'est l'époque de l'avènement mondial du web et de l'intelligence artificielle. L'iconographie reptilienne est partout sur les écrans et les théories conspirationnistes qui les accompagnent se sont largement développées et répandues. Or, comme je l'ai dit plus haut, après avoir mené mes réflexions jusqu'à une impasse, j'ai pris la résolution de penser à l'envers sur mes propres acquis et même de mes penchants naturels pour tenter de comprendre l'insondable vérité cachée derrière ce visage reptilien découvert sur le suaire. Je devais m'efforcer de penser en négatif et même en version miroir. Il était donc évident que je devais aussi remettre cette théorie reptilienne en question afin de me déprogrammer des a priori véhiculés par la culture populaire et dont j'étais imprégné. Voilà la fin de ce deuxième volet. Merci de votre attention et nous nous retrouvons pour un troisième volet. À tout bientôt.